Bon, je disais donc en commençant que l'entreprise dans laquelle je vais me lancer est tout à fait curieuse pour moi, car les propos qui vont suivre vont m'engager dans un domaine qui est complètement étranger à celui dans lequel mes travaux et le métier que j'ai exercé depuis plus d'un demi-siècle m'ont fait évoluer. Mais si ce domaine ne m'est pas familier, il m'a été naguère, si je puis le dire, familial. Je m'explique. Loin de l'archéologie et de l'art grec, je m'apprête en effet à vous entretenir, autant que ce sera possible, de l'histoire trop brève du musicien qu'a été Léon Reynac, le fils de Théodore. Il se trouve que son désir de consacrer sa vie à la musique et donc de suivre dans la première génération du XXe siècle la formation et l'enseignement des maîtres de cet art a rejoint, avec quelques nuances et quelques distances, celui de mes propres parents. Oui, je croirais volontiers que les pas de Léon Reynac ont plusieurs fois croisé dans les années 1920 ceux de mon père, dans le hall de l'ancien collège de jésuites de la rue de Madrid, où le Conservatoire de musique de Paris, quittant la rue Bergère, avait élu domicile en 1911. Ces photos recréent l'atmosphère des classes. Certes, mon père était plus jeune d'une décennie et les milieux dont ils étaient issus étaient bien différents. D'un côté, une brillante famille occupant les rangs les plus élevés de la société parisienne et de l'autre, un modeste foyer établi à Tours, entièrement voué au culte de la musique. Ce n'est pas Léon Reynac qui aurait pu éprouver le besoin de faire du métier, par exemple de passer prestement d'une partition à l'autre pour accompagner la projection d'un film muet, comme j'ai entendu mon père le raconter dans ses souvenirs de jeunesse. Il faut dire aussi que leur approche de cet art n'empruntait pas le même chemin. Léon Reynac se voulait compositeur, tandis que mon père n'a jamais désiré être qu'un pur instrumentiste. Si leurs pas se sont réellement croisés rue de Madrid, ceux de Léon le conduisaient vers les salles élitistes des classes d'écriture, tandis que mon père allait suivre, pour sa part, l'enseignement de l'alto et de la musique de chambre. Mais leur vocation musicale, au-delà de cette fréquentation commune du conservatoire, a dû sûrement leur donner maintes fois l'occasion d'assister aux mêmes concerts, d'écouter les mêmes créations et d'apprécier le talent des mêmes artistes. Aussi, est-ce en traversant les diverses couches de cette atmosphère sonore que j'ai la modeste ambition d'évoquer le souvenir d'un musicien dont la vie a été brisée, comme on vient de le dire, en 1944 par l'horreur des camps d'extermination. Modeste, en effet, ni musicologue, ni sociologue, je vais m'essayer, par le recours aux archives du conservatoire et par l'imagerie des photos, à remettre sous nos yeux certains signes de cette période où Léon Reynac a vécu sa musique, essentiellement les noms et les visages d'artistes qu'il y a forcément côtoyés. Et je veux dire tout de suite que, pour ce qui est de mes recherches dans les archives conservées à Pierrefitte, je veux dire tout de suite ma reconnaissance à Béatrice Robert-Boissier, qui a su me guider dans ce travail, dont je suis content qu'elle soit présente ici, pour qu'elle puisse entendre tout le profit que j'ai retiré de l'expérience qu'elle a acquise en de telles démarches, comme de la connaissance qu'elle a de tout ce qui touche à la grande famille des Reynac. Ainsi informé, je veux croire que ce témoignage n'est pas sans intérêt. Renforcé, voire égayé, qu'il peut être par des documents d'une certaine originalité. Je veux parler des portraits dessinés que mon père nous a laissés, représentant beaucoup de ces musiciens. Car, outre l'art de l'altiste et du chambriste, qui était son cœur de métier, comme on dit aujourd'hui, il cultivait, sans formation aucune, et surtout sans prétention, celui de dessinateur, et plus spécialement de caricaturiste. Dans les orchestres où il tenait un pupitre, son crayon divertissait quand il n'était pas redouté. D'où toute une galerie de ces visages, parmi lesquels certains que Léon Reynac ne peut pas ne pas avoir vus, et que le crayon de mon père, ici au centre, en autoportrait, a saisi sans pause à la bonne fortune de l'instant. J'ai cru que ces documents m'autorisaient à mêler quelque peu ce que j'appellerais pompeusement mes archives familiales à l'évocation de ce musicien qu'a voulu être Léon. Archive surprenante, parfois. Regardez, au crayon de mon père, Sacha Guitry n'avait pas échappé au moment de la création de sa comédie Mozart, mise en musique par Reynaldo Hahn. Beau joueur, il avait écrit en marge du portrait que mon père lui avait montré, il y avait le violon d'Ingres, il y a le crayon de Pasquier. Je disais en commençant le risque que je prenais en m'engageant dans un discours inaccoutumé.
le risque s'aggrave par la personnalité de son sujet. De Léon Reynac, il faut bien dire qu'il ne subsiste guère d'indices de celui qu'il était. De rares photos, prises à son insu, une liasse de feuillets musicaux, quelques lettres, c'est peu pour faire revivre un homme. Il faut toute la finesse, toute la sensibilité, toute l'empathie dont Filippo Tuena a su faire preuve dans son livre si attachant pour esquisser, à partir de ses traces évanides, le portrait d'un être réservé, pour ne pas dire secret. Sans doute préférait-il, dans sa vie, comme dans sa musique, l'intimité de la sonate aux éclats de l'opéra. Je croirais volontiers aux pensées que Tuena lui prête quand il l'imagine assistant sans trop de plaisir à la représentation de la naissance de la lyre au Palais Garnier. En juillet 1925, c'était, comme on le sait, un conte antique en 3 tableaux sur un livret écrit par Théodore, le père de Léon, à partir d'un passage retrouvé des limiers de Sophocle. Le tout mis en musique par Albert Roussel sous la baguette de Philippe Gaubert. Les voici tous les deux livrés au crayon du caricaturiste. Non, Léon ne devait pas avoir le goût que son père y avait cultivé pour les grandes machines du théâtre, pour ses danses, ses costumes, ses décors. Mais ce qui est sûr, c'est que le musicologue de l'Antiquité, on en a parlé ce matin, qui était Théodore, n'a pas entravé cette vocation. N'a-t-il pas écrit « Plus on pénètre dans l'intimité du peuple grec, plus on constate le rôle immense que jouait la musique dans sa vie publique et privée ». N'oublions pas qu'en 1893, on en parlait ce matin, l'année même de la naissance de Léon, il interprétait et publiait, paroles et notations musicales, l'inscription de l'hymne à Apollon, découvert par la grande fouille de Delphes, et qu'il fera entendre demandant à Gabriel Fauré de l'harmoniser. Fabrice Reynac, son petit-fils, avait confirmé ce goût très fort pour la musique en rapportant que son grand-père pianotait volontiers sur le clavier du Pleyel de la Villa Kérylos et qu'il aimait la compagnie des musiciens. Nul doute que ce Pleyel, quelque clandestin qu'il fût dans une maison grecque, ait été souvent joué par ses propriétaires mélomanes ou bien par des artistes de profession réunis au cours de soirées où ils associaient leurs talents. Et nulle surprise donc que cette vocation artistique se soit éveillée chez Léon et qu'elle ait également touché Gabrielle, la fille que Théodore avait eue de sa première épouse, Charlotte Hirsch-Kahn. Alors sur cette photo familiale, j'ai cru reconnaître Léon, je crois, et je ne sais pas s'il s'agit de Gabrielle, ici je ne suis pas certain. Mais donc étant donné le rapport des âges, il me semble que ça doit être ça. Deux lettres conservées dans la médiathèque Malher, issues des archives de Charles Queclin, témoignent clairement du souci qu'avait Théodore de veiller sur la carrière de ces deux jeunes gens qu'il recommande à l'attention de cette grande figure de la musique qui comptait parmi les membres du jury réunis pour juger de leur travail. Il est vrai, nul ne l'ignore ici, que la période réunissant la dernière génération du XIXe siècle et la première du siècle suivant se présente comme un âge particulièrement éclatant pour la musique française. Dans le sillage de maîtres comme César Franck ou Jules Massenet, citer les noms de Camille Saint-Saëns, de Claude Debussy, de Gabriel Fauré, de Maurice Ravel, parmi tant d'autres, suffit à en convaincre. Les orgues triomphaient dans les églises et le nombre croissant de salles où les orchestres parisiens offraient à des auditoires de plus en plus nombreux des programmes où les orchestres contemporains, où les orchestres parisiens, où les œuvres contemporaines occupaient une place importante, attiraient vers Paris beaucoup d'artistes étrangers. Jugez-en, y ont donné des concerts, voire fait des séjours plus ou moins longs. Les Espagnols, Isaac Albéniz et Manuel de Falla, les Russes, Igor Stravinsky et Serge Prokofiev. Ces deux derniers n'ont pas été épargnés par l'humour du crayon de mon papa. Tandis qu'il s'est fait plus clément pour l'allemand Richard Strauss, mais au contraire parce que féroce avec le pianiste catalan Ricardo Vignès, l'ami intime et l'interprète favori de Maurice Ravel. Vignès, d'ailleurs, n'en a éprouvé aucune rancune. D'autres portraits, celui-ci presque grave, pour un autre grand catalan, Pablo Casals, que je réunis par le cliché, mais aussi par le dessin, à ses deux partenaires Jacques Thibault et Alfred Cortot, celui-là dynamique d'un Alexandre Braïlovski, pianiste ukrainien, bientôt français, jouant con fuoco, deux dessins, l'un malicieux pour Arthur Rubinstein, l'autre amusé pour la claveciniste Wanda Landowska,
tous deux originaires de Pologne, peuvent s'ajouter à une rapide évocation de ce que j'appellerais la légion étrangère de la musique parisienne. Or, cette musique, il était possible d'en aborder l'étude de plusieurs manières. Outre le conservatoire, il y avait aussi d'autres foyers d'éducation, particulièrement, je crois qu'on en a parlé ce matin, l'école fondée par Louis Niedermayer, où Gabriel Fauré, d'ailleurs, a fait son apprentissage. On le voit ici, vous voyez, entouré de cet anneau jaune, à l'école Niedermayer. Et celle qui créée en 1896 par Charles Borde, Eugène Guillemant et Vincent d'Indy, ce dernier dessiné un peu plus âgé par mon père, c'est intitulé Schola Cantorum. Il nous semble toutefois logique que Théodore Reynac, ce républicain de confession juive, mais ferme partisan d'un enseignement laïque, ait voulu diriger ses enfants vers une institution dont les programmes ne présentaient pas la dominante religieuse des deux autres écoles, au sein desquelles l'orgue en particulier occupait une place prééminente. Et qu'il les ait mis sur le chemin du conservatoire où Gabriel Fauré, succédant en 1905 comme directeur à Théodore Dubois, avait introduit des changements importants. C'est donc la lourde porte de la rue de Madrid que Léon et Gabriel ont poussé pour aller vers cette éducation musicale. Léon en 1912, Gabriel quelques années plus tard en 1918. Celle-ci entre dans la classe de composition de Paul Vidal et suit les cours d'histoire de la musique dispensés, on en a parlé beaucoup ce matin, par Maurice Emmanuel. De ce dernier, Christophe Corbier nous a dit beaucoup de choses qui sont tout à fait éclairants. J'ajouterai simplement le portrait de Philippe Gaubert, par mon père, et donc également qui dirigeait l'orchestre à sa création, et celui de Tony Aubin, qui était à la baguette lors de la recréation de la même œuvre en 1958. Mais pour en revenir à Léon, il figure dès 1912 parmi les élèves du cours d'harmonie que donnait Albert Lavignac et son professeur, dans un rapport du mois de janvier 1913, jugeait ainsi son élève. Vous le voyez, ou peut-être vous n'arrivez pas à lire, nature froide et réfléchie, travail pur et correct. Il obtient en effet un second prix au mois de juin, mais démissionne en novembre, sans doute pour brûler les étapes et entrer le plus vite possible dans la classe de contrepoint de Georges Caussade. Ici, nous aurions bien aimé, Béatrice Robert et moi, trouver dans les archives photographiques de Pierre Fitt un des clichés de classe où Léon Reynac aurait pu figurer. Ces clichés manquent, hélas. Il y a des trous dans les archives. Voici donc la même classe, mais en 1929. C'est pour vous donner une idée de ce qu'était cette classe de Caussade. C'est néanmoins plus tôt, le 15 janvier 1914, qu'il y passe un examen lui permettant de concourir à la fin du mois de mai, sans pourtant qu'il y obtienne la moindre récompense. Alors il faut dire que la chose n'était pas rare, comme le montre la consultation que nous avons faite des procès-verbaux. Parmi bien d'autres, Maurice Ravel lui-même a eu plusieurs devoirs non récompensés en harmonie, en contrepoint et en fugue. Durant ces 2 premières années au conservatoire, avec qui Léon aurait-il pu avoir des contacts ou se lier? On peut penser aux membres des jurys qui ont eu à juger de ses travaux. Alors, outre Gabriel Fauré, président, on peut imaginer que Charles Quéclin, que vous voyez ici, le grand Quéclin dans tous les sens du terme, donc, mais aussi Claude Debussy et Maurice Ravel, présent ici dans le dessin de mon père, Jean-Roger Ducasse ou Émile Vuillermoz, qui faisaient partie de ces jurys, lui ont dit leurs sentiments sur son devoir d'harmonie. Vous voyez la liste des membres du jury. Comme Paul Vidal, Jules Mouquet, Charles Tournemire, Francis Casatsu ou Reynaldo Hahn, que l'on voit en bas à droite. Un Reynaldo Hahn, vous voyez, donc un peu plus âgé, un quart de siècle peut-être davantage, donc dessiné par mon père. Sur sa composition de contrepoint, ils avaient donc eu un jugement qu'ils ont pu lui communiquer. Avec quel condisciple aurait-il pu avoir des échanges, Léon Reynac, voire des rapports d'amitié? Rien, il faut l'avouer, ne me permet de le dire. Les listes d'élèves égrènent pour les années 1913 et 1914 des noms dont beaucoup se sont fondus dans l'oubli, même s'ils ont été parfois lauréats en leur temps du fameux prix de Rome. Toutefois, certains évoquent des destins artistiques remarquables. Ainsi, parmi les prix de composition 1913, sans doute Léon a-t-il connu Lily Boulanger, la sœur de la fameuse Nadia, dessinée ici par mon père. Cette Lily Boulanger, dont la création était promise à un très brillant avenir si la maladie ne l'avait emportée à 24 ans.
ou bien Claude Delvincourt. Claude Delvincourt qui a partagé avec elle le premier Grand Prix de Rome de 1913 et qui, après avoir été gravement blessé en 1915 au point de perdre l'usage de l'œil gauche, deviendra plus tard un des directeurs les plus marquants du conservatoire. Mais pour prendre quelques exemples, de cette même année 1913, la grande musique n'a pas trop retenu le nom d'Angèle Ravizet, de la classe de fugue, future compositrice de chansons enfantines, non plus que celui de Paul Gauguillot, ce Paul Gauguillot qui était élève de contrepoint, qui endossera l'uniforme du chef de musique au 25e régiment de ligne. Élève d'harmonie en ces temps-là, Armand Bernard, au milieu, là, qui hésitait encore entre la tragédie et la musique. Il réunira d'ailleurs ses talents d'acteur et de musicien dans le film Le Million de René Clair, où il joue un rôle tandis qu'il collabore avec Georges Van Paris, ici dessiné par mon père, pour la composition de la musique. Darius Milhaud. Alors, mon père aurait pu aussi connaître, en revenant en arrière, Jacques Ibert, qu'on voit ici au milieu, Jacques Ibert, qui, donc, futur pensionnaire, puis directeur de la Villa Médicis, et puis donc, vous voyez, Germaine Taillefer, premier prix d'harmonie avec Darius Milhaud, élève d'harmonie et de contrepoint, non récompensé en 1913, alors que le groupe des six n'était pas encore formé. Milhaud attendra l'année 1914 pour n'obtenir qu'un premier accessit de contrepoint. Et cette année 1914 a pu donner à Léon l'occasion de bavarder avec Eugène Bigot, musicien complet, qui sera vite le grand chef placé à la tête de nombreux orchestres parisiens, avec l'appui d'un autre chef célèbre, Désiré-Émile Engelbrecht. Et vous voyez que ces deux chefs ont été croqués par mon père avec une gentille impertinence. En ce temps-là, Marcel Cariven, élève d'harmonie et de contrepoint, méditait-il déjà de battre un jour la mesure devant ses musiciens accompagnant un chanteur de charme dans Viens Poupoule. Étudiant en contrepoint, Robert Siohan, altiste de formation, qui ressemble un peu à Pierre de Marne sur la photo, futur professeur de déchiffrage au conservatoire, lui ne savait sans doute pas qu'il allait épouser Cory Psychari, la petite fille d'Ernest Renan, et travailler dans son hôtel de la rue Chaptal, aujourd'hui musée de la vie romantique. Quant à André Vorabour, en haut à gauche, elle ignorait qu'elle deviendrait un jour Madame Arthur Honegger, qu'elle rencontre dès cette année 1913, rue de Madrid, comme un violoniste venu de Zurich, puis comme élève de contrepoint et de composition. Léon Reynac a donc pu converser avec tous ceux-ci, qui n'étaient alors que des camarades d'études. Enfin, c'est sans doute dès 1914 que Léon Reynac a fait la connaissance d'Yvonne Lefébure, car c'est à cette brillante élève d'harmonie, mais aussi de piano, dont le cursus au conservatoire est absolument éblouissant, que Léon demande dans un pneumatique, comme on disait à l'époque, qu'il lui a adressé une dizaine d'années plus tard et qui est conservé à la médiathèque Mahler, de jouer la partie de piano de la sonate qu'il avait écrite pour le concours de composition et que nous entendrons tout à l'heure. Il faut dire que le ton d'une thématique d'une courtoisie un peu déférente indique que leur rapport ne devait pas être très familier. Sur le portrait de mon père, d'Yvonne Lefébure, le chapeau est-il un élément de datation? Gageons en tout cas qu'il était au moment du croquis plus proche de la photo de droite. Toutefois, l'année 1914 n'est pas seulement celle du second prix d'harmonie de Léon Reynac, elle est aussi le début au mois d'août de la Grande Guerre, qui allait ensanglanter l'Europe jusqu'à la péninsule des Balkans durant 4 années. Comme les autres citoyens, les musiciens du conservatoire sont mobilisés. De leur expérience en ces temps de péril et de peine, nous avons beaucoup grâce à une belle initiative de Nadia et Lily Boulanger. Les deux sœurs ont fondé en 1915 le Comité franco-américain du Conservatoire national de musique et de déclamation pour soutenir le moral des anciens élèves et élèves des classes de composition, combattants ou prisonniers. Et ce comité édite, avec des moyens de fortune, mais avec ténacité, la Gazette du Conservatoire, qui recueille les envois de ces musiciens soldats et diffuse ensuite leurs témoignages vers tous leurs collègues et condisciples. Quelques-uns parviennent même à maintenir leur vie musicale jusque dans le monde des tranchées et à le faire partager. C'est le cas d'un violoncelliste, Maurice Maréchal, qui jouera de son poilu, c'est le nom qu'il avait donné à son instrument, construit à partir d'une caisse de munitions, au sein d'un trio formé avec André Caplet à l'alto et Lucien Durozoir au violon. Joseph Reynac, l'oncle de Léon, a pu être le témoin de cette magnifique obstination ou sublimation du musicien quand il a assisté
en compagnie de Maurice Barrès, à un concert donné dans une cave au sein des ruines d'Ablain par un autre violoncelliste, encore une fois, un certain André Bernardel, jouant sur une boîte de macaroni. Dans cette effroyable tourmente, que devient Léon Reynac? Là encore, la discrétion qui est la sienne ne nous donne que de rares informations dont la Gazette conserve le témoignage. Mobilisé comme interprète, il passe quelques 2 ans en Angleterre où il s'amuse, écrit-il, de voir les Écossais taquiner leur cornemuse. Et puis il signale qu'il s'embarque vers Salonique avec l'infanterie de l'armée d'Orient, où il se plaint par la suite de la rareté, je cite, des distractions intellectuelles. La dernière mention de son nom que j'ai pu voir dans la Gazette ne fournit qu'une nouvelle adresse militaire. Tout ceci est bien peu, à côté des longues lettres que certains envoient vers Paris, où ils racontent avec force détails leur malheur, confient leur détresse ou leur espérance pour qu'elles soient connues et diffusées. Vers Paris, donc, où Léon Reynac, démobilisé, revient d'abord pour s'y marier. Il épouse en effet Béatrice de Camondo et de leur couple naîtront 2 enfants, Fanny et Bertrand, sur leur histoire si bien recomposée, je dirais ranimée par Filippo Tuena. Il n'est pas question que je revienne. Mon propos est de rechercher simplement les traces de Léon musicien. Sans surprise, on les retrouve au conservatoire, vers lequel il revient en 1920, cette fois comme élève de contrepoint et fugue, puis de composition. Il est admis à concourir pour cette dernière discipline, bien qu'il n'ait obtenu aucune récompense pour les 2 autres. En ce temps-là, une simple autorisation du directeur suffisait. Son professeur est Charles-Marie Widor, personnage considérable de la vie musicale, successeur de César Franck à la chaire de l'orgue au conservatoire, de Théodore Dubois à la tête de la classe de composition. Widor est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts, dont il devient le secrétaire perpétuel en 1914. Ce n'est qu'en 1923 que Léon obtient un premier accessit sous son enseignement avec le final de la sonate en ré mineur, que joue donc pour lui devant le jury Yvonne Lefébure, avec la violoniste Lydie Demirjian, une artiste d'origine égyptienne, à en croire les archives du conservatoire. Ce demi-succès échoua à Léon juste avant qu'il ne quitte la maison de la rue de Madrid, rayée de ses contrôles, car atteint par la limite d'âge. Cette limite, Gabriel, de son aîné de 3 ans, l'avait atteinte pour sa part en 1920, après avoir concouru en fugue chez Paul Vidal. Oui, là, je brûle les étapes. Sans récompense. Mais elle avait obtenu la même année un premier accessit d'histoire de la musique en suivant l'enseignement de Maurice Emmanuel. Voilà. Car, outre ceux que j'ai cités, quels autres maîtres Léon a-t-il pu approcher? Quels autres condisciples côtoyer au cours de ces 3 dernières années? À la direction du conservatoire, Gabriel Fauré avait été remplacé par Henri Rabault, que nous voyons ici. C'est donc lui qui préside les jurys réunis pour juger ses travaux. Parmi les signataires des procès-verbaux, on découvre les noms d'André Messager, maître de l'opérette classique, auteur de Véronique, de Georges Hue, de Florent Schmitt, de Gabriel Pierné. Henri Busser, nommé pour un jury de juin 1921, se récuse car il est le professeur de certains candidats. Donc de tous ces jurés, à des dates diverses, les physionomies n'ont pas pu échapper au crayon de mon père. Quant aux élèves qui ont affronté les concours d'écriture au même moment, on peut y noter les noms de Maurice Duruflé, qui assistera bientôt Louis Vierne au pupitre des orgues de Notre-Dame, et du jeune et brillant Olivier Messiaen, alors qu'il n'écoutait pas encore le chant des oiseaux. Ont-ils jamais parlé avec Léon sur les larges marches des escaliers de la rue de Madrid? Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur tous ces jeunes artistes. Par exemple, le nombre de ceux qui, parmi les condisciples de Léon, ont pu affronter le concours du prix de Rome, décerné par l'Académie des Beaux-Arts. De ceux et de celles, puisque Hélène Fleury-Leroy, première femme à s'y présenter en 1903, et Lily Boulanger, je le disais tout à l'heure, première femme à y remporter en 1913 la plus haute récompense, en avait, non sans résistance, forcé les portes pour les femmes. Jeanne Leleu, au milieu en haut, condisciple de Léon chez Widor, bénéficiait ainsi du séjour de 3 ans à la Villa Médicis, qui était offert au premier Grand Prix, considéré comme le couronnement suprême de la carrière d'un jeune compositeur. Parmi les élèves de la même classe, on relève les noms de Robert Dussault, de René Guilloux, rival de Léon, rue de Madrid, lors d'une délibération de jury,
Dussault et Guillou obtiennent chacun la plus haute récompense dans ce prix de Rome, l'un en 1904 et l'autre en 1926. Mais il y avait aussi un second premier grand prix obtenu par son camarade d'études Francis Bousquet, un premier et un second deuxième grand prix que décroche son contemporain Aimé Steck. Auguste Chirlet, de la même écurie Widor, il sera présenté en 1924 et 1925. Alors, à ce sujet, il ne se peut pas que Léon Reynac, élève d'une classe de composition au conservatoire, n'ait pas pensé à une telle consécration. Toutefois, l'approche de ce concours, rappelons-le, dépendait de la décision, de l'appui d'un des maîtres qui dominait la création musicale. On y était présenté plus encore qu'on ne s'y présentait, car le succès, y était presque aussi important pour le professeur qui supportait son candidat que pour le candidat lui-même. C'était un précieux atout pour une promotion dans les hautes distinctions. L'Académie des Beaux-Arts, la Légion d'honneur y figurait. Or, rien de ce que j'ai pu lire ne laisse transparaître que Léon ait bénéficié d'un soutien de ce genre. Je m'en suis étonné jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il n'était pas pertinent de se poser une telle question, car Léon Reynac, que sa situation sociale avait mis en bonne position, et il faut dire que c'était important, n'a pas été servi par les événements historiques. L'interruption de ses études au moment de la Grande Guerre l'a tout simplement poussé vers la trentaine, c'est-à-dire vers la limite d'âge imposée pour les concours musicaux, comme je l'ai rappelé plus haut, et où figurait en particulier celui de Rome. Alors, que devient le musicien qu'il a voulu être après sa sortie du conservatoire? Certes, les récompenses qu'on lui avait attribuées n'étaient pas aussi brillantes, voilà, vous voyez, là on dit rayer des contrôles, n'étaient pas aussi brillantes que celles dont pouvait se prévaloir tel ou tel de ses disciples. Mais d'autres ont eu un cursus encore plus modeste, auquel le succès a souri, et même la gloire. Entre autres, rappelons que le palmarès de Claude Debussy au conservatoire est plus que terne, et celui d'Arthur Honegger presque calamiteux. Alors, pourquoi ne connaissons-nous de Léon Reynac après 1925 que les deux mélodies que nous entendrons ce soir? Retrouvera-t-on des partitions enfouies, là où personne n'a encore su les chercher? A-t-il détruit des œuvres dont il n'était pas satisfait, comme bien des artistes l'ont fait? Les saisies de ses biens ont-elles provoqué leur disparition? Son inspiration s'est-elle tarie? L'état de mes connaissances ne me permet pas de répondre à de telles questions, mais on a peine à croire que son goût actif pour la musique ait perdu de sa force. D'ailleurs, commenté par le critique du Ménestrel du 19 mars 1926, l'audition de sa sonate pour violon au cours d'un concert de la Société nationale de musique, avec à nouveau Lydie de Myrgian au violon et Yvonne Lefébure au piano, montre que Léon Reynac ne s'était pas détaché de la vie musicale. J'ai peine à croire que les propos de ce critique ne retenant comme digne d'intérêt que les deux premiers mouvements de sa sonate, quoique, là je cite les propos du critique, ceux-ci soient entachés d'influence de Franck et de Fauré. Je ne sais pas si Franck et Fauré auraient apprécié le entaché. Je ne pense pas que ces mots-là aient découragé Léon. Ce sentiment se renforce par deux annonces du journal L'Ouest éclair. Celle du 26 avril 1932 qui prévient la transmission à la radio de la même œuvre, avec cette fois Monicas, une future très grande dame du piano et de la musique en général, et celle du 14 janvier 1934 qui signale sur l'antenne Tour Eiffel la diffusion de deux mélodies de Léon Reynac, composées l'une sur un rondel de Charles d'Orléans et l'autre sur un poème de Salem El Koubi, Mélancolie, où la chanteuse Madeleine Ringuier est accompagnée au piano par l'auteur lui-même. J'ai d'ailleurs eu la surprise de découvrir que ces deux mêmes émissions avaient diffusé à chaque fois, en fin de programme, un quatuor de musique contemporaine où ma mère, qui s'appelait encore Nelly Gauthier, et que son futur époux a dessiné, en bas à droite, tenait la partie de violoncelle. Et Annette Samaran, l'une des filles de notre regretté confrère Charles Samaran, celle du violon. Tous ces musiciens se seraient-ils rencontrés au moment des enregistrements? Une sonate, deux mélodies, rien d'autre semble-t-il. C'est mince quand on songe à la fécondité de certains compositeurs du même âge. Qu'a donc pu faire Léon Reynac durant ces années qui ont précédé le deuxième grand conflit mondial qui allait précipiter sa fin tragique? Son nom, et plus encore celui de son épouse, apparaissent dans des chroniques mondaines qui font un bref écho à quelques événements festifs, rythmant la vie brillante de la société parisienne, où leur rang les introduisait tout naturellement. Alors serait-ce dans le vain pétillement de ces frivolités que Léon aurait pris de la distance avec la composition musicale? Pierre Assouline, dans le dernier des Camondo, brosse en quelques lignes son portrait, celui d'un dilettante fortuné,
s'abandonnant aux facilités d'une vie dorée, partagée futilement entre les plaisirs de la musique et ceux du jeu d'échecs. Faut-il souscrire sans réticence à un tel jugement? Je n'en suis pas bien sûr. L'atmosphère des classes du conservatoire n'était sûrement pas favorable à l'insouciance d'un tel épicurisme. En fait, si la presse nous dit que la cavalière émérite, qui était Béatrice, la mêlait souvent à des réunions équestres, on aurait pu facilement imaginer que Léon fréquenta les salons des mélomanes, dont on sait quel rôle capital ceux-ci ont joué dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout au début du siècle suivant, aussi bien pour la diffusion des créations nouvelles que pour la carrière des interprètes. Le parcours d'un Gabriel Fauré au sein de ce réseau de salons musicaux est éloquent. On signale sa présence régulière chez Winnie de Polignac, où tant de musiciens, compositeurs et interprètes, jusqu'à Jean Français, croqué ici par mon père, né quelques 20 années après Léon Reynac, ont été reçus et encouragés de toutes les manières. Mais là encore, si un Gabriel Fauré a vécu la grande période des salons, je vais passer là-dessus, où il y a même un portrait exécuté par mon père de Paul Valéry qu'il a dû rencontrer chez Nadia Boulanger plutôt. Ces tant de musiciens, de compositeurs et interprètes ont été lancés par ces salons qui étaient en quelque sorte des caisses de résonance pour leur carrière. Mais là encore, donc, si un Gabriel Fauré a connu cette grande période des salons, Léon Reynac, malgré l'opulence de sa famille, n'a pas été servi par la fortune. La guerre de 14-18, entre autres fractures historiques, en a provoqué une dans la vie artistique. Ces salons tenus régulièrement par les aristocrates et par les riches bourgeois férus de musique ont connu un rapide déclin dans les années 20, c'est-à-dire au moment où Léon aurait pu profiter de leur communication. Le décès en 1930 de la fameuse Marguerite de Saint-Marceau, dont la passion pour la musique, qu'elle connaissait très bien, pratiquait avec un réel talent de pianiste et de chanteuse, l'avait incité à réunir chaque semaine toute une pléiade d'artistes. Le décès de cette Marguerite de Saint-Marceau est un événement symptomatique. C'est comme une sorte d'extinction de ces foyers ardents où étincelaient les créations des artistes contemporains. Mais la musique, elle, ne s'éteint pas. Les salons étaient des relais, voire des tremplins vers les salles de concert. C'est désormais vers celles-ci que les créateurs doivent se diriger pour se faire entendre devant un auditoire moins élitiste. Or, le nom du compositeur Léon Reynac, semble-t-il, n'apparaît pas dans leur programme. On peut ne pas s'étonner qu'il soit absent de ceux de la salle Pleyel, voué plutôt à la musique symphonique. Son inauguration en 1927 fut marquée par un concert où l'on put entendre, entre autres, une version remaniée de l'Oiseau de feu, sous la baguette de Stravinsky, la valse de Ravel, dirigée par l'auteur, mais aussi les variations symphoniques de César Franck et Nuit dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla, avec Robert Casatsu au piano. La sonate de Reynac n'y aurait pas trouvé sa place, pas plus qu'au cirque d'hiver, où René Bâton, vous voyez, le bien nommé pour un chef d'orchestre, a dirigé l'orchestre Padeloup. Pas trop de raison non plus d'être joué au théâtre des Champs-Élysées, où éclatent en 1913 les accords révolutionnaires du Sacre du Printemps sous la battue de Pierre Monteux, ni au concert de l'orchestre Walter Straram, où le chef munichois Franz von Höslin dirige en 1929 la première version allemande de l'Anneau de Nibelung. J'ai entouré, j'ai marqué par une flèche rouge un personnage qui se trouvait dans l'orchestre Straram, qui est mon père. Mais un auteur de sonates et de mélodies, comme il l'a été, aurait bien pu se faire entendre dans l'enceinte de la salle Gaveau, dont le cadre est plus propice à la musique de chambre. S'il est vrai que c'est là que l'orchestre L'Amoureux accompagne pour le concert mythique du 6 février 1927 un Yehudi Menuhin, à peine sorti de l'enfance, exécutant sous la direction de Paul Paré une superbe symphonie espagnole d'Édouard Lalo. Elle était plutôt faite pour qu'on y entende des œuvres comme la 3e sonate de Guy Ropartz, créée en 1928, avec Marcel Ciampi au piano et Georges Enesco au violon. Un Enesco vieillissant, ici en bas au milieu. Également où on pouvait entendre les mélodies de Francis Poulenc, chantées en 1937 par Pierre Bernac, Tel jour, telle nuit, sur des poèmes de Paul Éluard. Et puis il y avait aussi les concerts Poulet,
Les concerts Poulet, très accueillants pour la musique de chambre au théâtre Sarah Bernard. Tant d'autres salles auraient pu accueillir de la musique telle qu'il semble que Léon Reynac aimait la créer. Certes, je ne prétends pas avoir dépouillé toutes les chroniques des journaux, tous les courriers musicaux, tous les programmes des concerts radiophoniques. Il semble bien, pourtant, que rien de Léon Reynac, rien de nouveau, jamais plus, n'ait été donné à entendre. Rien même, Filippo Struena le disait tout à l'heure, à Drancy, où il était enregistré comme compositeur, et à Auschwitz, où il était enregistré comme componiste. Rien dans un monde carcéral où certains ont connu l'évasion virtuelle que procure la musique. Je pense ici à Jacques Strumza, un juif de Salonique interné à Auschwitz, dont il reviendra en partie grâce à son talent de violoniste. Il avait été désigné comme le premier violon d'un orchestre que les autorités du camp utilisaient surtout pour en dissimuler toute l'horreur. Je pense à lui, car ce talent de violoniste, il l'a cultivé justement auprès de Gaston Poulet, à Bordeaux, dont il fréquentait aussi l'université à un moment où Poulet était directeur du conservatoire local. Je pense aussi à Olivier Messiaen, condisciple de Léon au conservatoire, écrivant dans les baraques du Stalag 8A de Görlitz, dans des conditions évidemment moins cruelles, le Quatuor pour la fin du temps, dont la première édition est donnée sur place, dans le camp, avec au violoncelle, pardon de parler encore de ma famille, mais mon oncle Étienne, dont vous voyez le nom ici, qui était son compagnon de captivité. Plus rien donc de Léon Reynac, jusqu'au moment où Filippo Struena, ému par son histoire tragique, n'ait retrouvé son temps, ranimé son personnage, réveillé sa musique. Cette musique se terminait sur un triste accord de do mineur que nous entendrons tout à l'heure, ponctuant la plainte mélodieuse du poète algérien « Il pleut de la mélancolie sans trêve sur mon cœur lassé ». Comment ne pas partager cette mélancolie en songeant à la fin qu'a connue celui qui l'a mise en musique. Mais au moins puissent ces murs reconnaître ce soir des accords dont ils ont sans doute naguère résonné et se réjouir qu'ils sortent ainsi un jour au moins d'un oubli injuste. Ah bon. Alors cet exposé intervient comme une sorte de complément, en quelque sorte triste mais moins triste à ce qu'avait dit Filippo Struena sur la fin tragique de Léon Reynac. On a pu au moins retracer un certain nombre d'épisodes créateurs de sa vie, d'une part, et surtout il apparaît bien sûr en amont de ce que nous allons avoir ce soir, c'est-à-dire le concert. Je voulais ajouter à ça qu'on n'a jamais douté à l'Académie de la chance qu'on avait d'avoir un remarquable spécialiste de sculpture grecque, un remarquable conservateur, bref, quelqu'un qui est tout à fait du côté des formes, du marbre et de l'archéologie, mais on mesure maintenant qu'il est aussi, avec toutes les connotations positives que l'on peut attacher à cette notion, fils de, neveu de, frère de, etc., etc. Et on lui est infiniment reconnaissant de nous avoir montré ces extraordinaires portraits. Je ne sais pas s'ils sont publiés quelque part ou si ce sont des documents restés originaux, mais c'est absolument extraordinaire. Ne serait-ce que ça, la première partie de cet exposé et cette galerie de caricatures, de croquis, de portraits est quelque chose d'exceptionnel et nous ne saurions être trop reconnaissants d'avoir pu ainsi y avoir accès. Et puis enfin, même si à un moment donné, en tout cas moi, on a pu être un peu noyé sous une avalanche de noms dont notre absence de culture musicale fait qu'il n'est pas sûr qu'on arrive chaque fois à y associer des œuvres précises, etc. Vers la fin, c'est extraordinaire la façon dont nous a été montré un certain nombre de noms forts qui ont été les contemporains de Reynac, de Léon Reynac. Je pense à Messiaen notamment, c'est très émouvant. Et dernier point enfin, mais ça c'est évidemment un espoir que nous partageons pour toute une série d'autres séries de documents. On peut toujours rêver, mais qui sait? Peut-être qu'on trouvera un jour au moins des brouillons de partitions. En tout cas, c'est vrai que ça reste quand même un mystère. Peut-être que une sorte de sens de perfectionniste de Léon Reynac l'a bloqué pour faire émerger au grand jour un certain nombre de ses œuvres. Peut-être existe-t-elle encore quelque part, on peut toujours rêver.